Georges prit le journal qu'on lui tendait et lut sous ce titre: Du roi s'amuse. L'illustre reporter de la vie française nous apprend aujourd'hui que la dame Aubert, dont nous avons annoncé l'arrestation par un enjeu de l'odieuse brigade des mœurs, n'existe que dans notre imagination. Or, la personne en question demeure 18 rue de l'Écureuil à Montmartre. Nous comprenons trop, d'ailleurs, quel intérêt ou quels intérêts peuvent avoir les agents de la banque Walter à soutenir ceux du préfet de police, qui tolèrent leur commerce. Quant au reporter dont il s'agit, il ferait mieux de nous donner quelqu'une de ces bonnes nouvelles à sensation dont il a le secret. Nouvelles de mort démenties le lendemain, nouvelles de batailles qui n'ont pas eu lieu, annonces de paroles graves prononcées par des souverains qui n'ont rien dit, toutes les informations enfin qui constituent les profits Walter, ou même quelqu'une des petites indiscrétions sur des soirées de femmes à succès ou sur l'élégance de certains produits qui sont d'une grande ressource à quelques-uns de nos confrères. Le jeune homme demeurait interdit, plus qu'irrité, comprenant seulement qu'il y avait là-dedans quelque chose de fort désagréable pour lui. Boisrenard reprit: Qui vous a donné cet écho? Du roi cherché. Ne se rappelant plus, puis tout d'un coup, le souvenir lui revint. Ah, oui, c'est Saint-Potin. Puis il relut l'alinéa de la plume et il rougit brusquement. Par l'accusation de vénalité, il s'écria: Comment on prétend que je suis payé pour? Boisrenard l'interrompit: Dame, oui. C'est embêtant pour vous. Le patron est fort sur l'œil à ce sujet. Ça pourrait arriver si souvent dans les échos. Saint-Potin justement entrait. Du roi courut à lui. Vous avez lu la note de la plume? Oui, et je vins de chez la dame Aubert. Elle existe parfaitement, mais elle n'a pas été arrêtée. Ce bruit n'a aucun fondement. Alors, du roi s'élança chez le patron qu'il trouva un peu froid, avec l'œil soupçonneux. Après avoir écouté le gain, M. Walter répondit: Allez vous-même chez cette dame et démentez de façon à ce qu'on n'écrive plus de pareilles choses sur vous. Je parle de ce qui suit. C'est fort ennuyeux pour le journal, pour moi et pour vous. Pas plus que la femme de César. Un journaliste ne doit être soupçonné. Du roi monta en fiacre avec Saint-Potin pour guide, et il cria au cocher: 18 rue de l'Écureuil à Montmartre. C'était une immense maison dont il fallut escalader les 6 étages. Une vieille femme en caraco de laine vint lui ouvrir. Qu'est-ce que vous me voulez? Vous me revoulez, dit-elle en apercevant Saint-Potin. Il répondit: Je vous amène monsieur qui est inspecteur de police et qui voudrait bien savoir votre affaire. Alors elle les fit entrer en racontant. Il est encore revenu depuis vous pour un journal, je ne sais point lequel. Puis, se tournant vers du roi: Donc c'est monsieur qui désire savoir? Oui. Est-ce que vous avez été arrêté par un agent des mœurs? Elle leva les bras. Jamais de la vie, mon bon monsieur, jamais de la vie. Voilà la chose. J'ai un boucher qui me sert bien, mais qui pèse mal. Je m'en ai aperçu souvent sans rien dire, mais comme je lui demandais 2 livres de côtelettes, vu que j'aurai ma fille et mon gendre, je m'aperçois qu'il me pèse des sauces de déchets, des sauces de côtelettes, c'est vrai, mais pas des miennes. J'aurais pu en faire du ragoût, c'est encore vrai, mais quand je demande des côtelettes, c'est pas pour avoir le déchet des autres. Je refuse donc. Alors il me traite de vieux rat, je lui réplique vieux fripon, bref, de fil en aiguille. Nous nous sommes chamaillés qu'il y avait plus de 100 personnes devant la boutique et qui riaient. Tant qu'enfin, un agent fut attiré et nous invita à nous expliquer chez le commissaire. Nous y fûmes et on nous renvoya dos à dos. Moi, depuis, je me sers ailleurs. Je ne passe même plus devant la porte pour éviter des esclandres. Elle se tut. Du roi demanda: C'est tout? C'est toute la vérité, mon cher monsieur. Et lui ayant offert un verre de cassis qu'il refusa de boire, la vieille insista pour qu'on parlât dans le rapport des fausses pesées du boucher. De retour au journal, du roi rédigea sa réponse. Un écrivaillon anonyme de la plume, s'en étant arraché une, me gergenoise au sujet d'une vieille femme qu'il prétend avoir
note dans le journal le lendemain. Il la trouva plus agressive imprimée que manuscrite. Il aurait pu, lui semblait-il, atténuer certains termes. Il fut fiévreux tous les jours et il dormit mal encore la nuit suivante. Il se leva dès l'aurore pour chercher le numéro de la Bleue qui devait répondre à sa réplique. Le temps s'était remis au froid. Il gelait dur. Les ruisseaux, saisis, comme s'ils coulaient encore, déroulaient le long des trottoirs de rubans de glace. Les journaux n'étaient point arrivés chez les marchands, et Duroy se rappela le jour du premier article. Les souvenirs d'un chasseur d'Afrique. Ses mains et ses pieds s'engourdissaient, devenaient douloureux au bout des doigts surtout, et il se mit à courir en rond autour du kiosque vitré, où la vendeuse, accroupie sur sa chauverette, ne laissait voir par la petite fenêtre qu'un nez et des joues rouges dans un capuchon de laine. Enfin, le distributeur de feuilles publiques passa, le paquet attendu par l'ouverture du carreau, et la bonne femme tendit à Duroy la Bleue grande ouverte. Il chercha son nom d'un coup d'œil et ne vit rien d'abord. Il respirait déjà quand il aperçut la chose entre deux tirets. Le sieur du roi de la vie française nous donne un démenti, et en nous démentant, il ment. Il avoue cependant qu'il existe une femme au père et qu'un agent l'a conduite à la police. Il ne reste donc qu'à ajouter 2 mots, des mœurs, après le mot agent, et c'est dit. Mais la conscience de certains journalistes est au niveau de leur talent, et je signe Louis Langremont. Alors le cœur de Georges se mit à battre violemment, et il rentra chez lui pour s'habiller, sans trop savoir ce qu'il faisait. Donc on l'avait insulté, d'une telle façon qu'aucune hésitation était possible. Pourquoi? Pour rien, à propos d'une vieille femme qui s'était querellée avec son boucher. Il s'habilla bien vite et se rendit chez M. Walter, quoiqu'il fût à peine 8 heures du matin. M. Walter, déjà levé, lisait la plume. Eh bien, dit-il, avec un visage grave en apercevant Duroy, vous ne pouvez pas reculer. Le jeune homme ne répondit rien. Le directeur reprit. Allez tout de suite retrouver Rival qui se chargera de vos intérêts. Duroy balbutia quelques mots vagues et sortit pour se rendre chez le chroniqueur, qui dormait encore. Il sauta du lit au bout de la fenêtre, puis, ayant lu l'écho, Pigre, et il faut y aller. Qui voyez-vous d'autre comme témoin? Mais je ne sais pas, moi. Boisrenard. Qu'en pensez-vous? Oui, Boisrenard. Êtes-vous fort aux armes? Pas du tout. À diable et au pistolet. Je tire un peu. Bon, vous allez vous exercer pendant que je m'occuperai de tout. Attendez-moi 1 minute. Il passa dans son cabinet de toilette et réapparut bientôt, lavé, rasé, correct. Venez avec moi, dit-il. Il habitait au rez-de-chaussée d'un petit hôtel et fit descendre Duroy dans la cave, une cave énorme, convertie en salle d'armes et en tir, toutes les couvertures sur la rue étant bougées. Après avoir allumé une ligne de bec de gaz, conduisant jusqu'au fond d'un second caveau où se dressait un homme de fer peint en rouge et en bleu, il posa sur la table 2 paires de pistolets d'un système nouveau, chargeant par la culasse. Il commença les commandements d'une voix brève, comme s'il eût été sur le terrain. Prêt, feu, 1, 2, 3. Duroy, anéanti, obéissait, levait les bras, visait, tirait, et comme il atteignait souvent le mannequin en plein ventre, car il s'était beaucoup servi dans sa première jeunesse d'un vieux pistolet d'arçon de son père pour tuer des oiseaux dans la cour, chaque rival satisfait déclarait bien, très bien, vous irez. Puis il le quitta. Tirez comme ça jusqu'à midi. Voilà des munitions. N'ayez pas peur de les brûler. Je viendrai vous prendre pour déjeuner et vous donner des nouvelles. Et il sortit. Resté seul, Duroy tira encore quelques coups, puis il s'assit et se mit à réfléchir. Comme c'était bête tout de même ces choses-là. Qu'est-ce que ça prouvait? Un filou était-il moins un filou après s'être battu? Que gagnait un honnête homme insulté à risquer sa vie contre une crapule? Et son esprit vagabondant dans le noir se rappela les choses dites par Norbert de Varenne sur la pauvreté d'esprit des hommes, la médiocrité de leurs idées et de leurs préoccupations, la niaiserie de leur morale. Et il déclara tout, comme il a raison, sacristie. Puis il sentit qu'il avait
soif, et ayant entendu un bruit de goutte d'eau derrière lui, il aperçut un appareil à douche, et il alla boire au bout de la lance. Puis il se remit à songer. Il faisait triste dans cette cave, triste comme dans un tombeau. Le roulement lointain et sourd des voitures semblait un tremblement d'orage éloigné. Quelle heure pouvait-il être? Les heures passaient là-dedans comme elles devaient passer au fond des prisons, sans que rien les indique et que rien les marque, sauf le retour du geôlier apportant les plats. Il attendit longtemps, longtemps, puis tout d'un coup, il entendit des pas, des voix, et Jacques Rival réapparut, accompagné de Boisrenard. Il cria dès qu'il aperçut du roi. C'est arrangé. L'autre crut l'affaire terminée par quelques lettres d'excuse. Son cœur bondit et il balbutia. Ah, merci. Le chroniqueur reprit. Ce Langremont est très carré. Il a accepté toutes nos conditions. 25 pas, une balle au commandement en levant le pistolet. On a le bras beaucoup plus sûr ainsi qu'en l'abaissant. Tenez, Boisrenard, voyez ce que je vous disais. Et, prenant les armes, il se mit à tirer en démontrant comment on conservait bien mieux la ligne en levant le bras. Puis il dit, maintenant, allons déjeuner, il est midi passé. Et il se retire dans un restaurant voisin. Du roi ne parlait plus guère, il mangea pour ne pas avoir l'air d'avoir peur. Puis, dans le jour, il accompagna Boisrenard au journal, et il fit sa besogne d'une façon distraite et machinale. On le trouva crâne. Jacques Rival vint lui serrer la main vers le milieu de l'après-midi, et il fut convenu que ses témoins le prendraient chez lui, en landau, le lendemain à 7 heures du matin, pour se rendre au bois du Vésinet, où la rencontre aurait lieu. Tout cela s'était fait inopinément, sans qu'il y prit part, sans qu'il dît un mot, sans qu'il donnât son avis, sans qu'il acceptât ou refusât, et avec tant de rapidité qu'il demeurait étourdi, effaré, sans trop comprendre ce qui se passait. Il se retrouva chez lui vers 9 heures du soir, après avoir dîné chez Boisrenard, qui ne l'avait point quitté de tous les jours par dévouement. Dès qu'il fut seul, il marcha pendant quelques minutes à grands pas vifs à travers sa chambre. Il était trop troublé pour réfléchir à rien. Une seule idée emplissait son esprit, un duel demain, sans que cet été éveillât en lui autre chose qu'une émotion confuse et puissante. Il avait été soldat, il avait tiré sur des Arabes, sans grand danger pour lui d'ailleurs, un peu comme on tire sur un sanglier à la chasse. En somme, il avait fait tout ce qu'il devait faire. Il s'était montré ce qu'il devait être. On en parlerait, on l'approuverait, on le féliciterait. Puis il prononça à haute voix, comme on parle dans les grandes secousses de pensée. Quelle brute que cet homme! Il s'assit et il se mit à réfléchir. Il avait jeté sur sa petite table une carte de son adversaire remise par Rival, afin de garder son adresse. Il la relut comme il l'avait déjà lu 20 fois dans la journée. Louis Langremont, 176 rue Montmartre, rien de plus.